Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture avec de nouveau 3 titres dont de jeunesse. Donc j'ai tout d'abord lu en lecture commune avec Marilyn Titouma Max du blog Summary Books Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. Oui, c'est ça. Donc dans ce livre on va suivre donc Morrigan Crow qui est une jeune fille de 11 ans, enfin pratiquement, et qui est une enfant maudite. Autrement dit, ça signifie que le jour de ses 11 ans, elle est prédestinée à mourir. Comme on vous le dit dans les... On vous dit, Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. 1, elle est maudite. 2, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Donc ça vous donne le ton directement. Et donc le jour de... Enfin le soir de sa disparition présumée, un homme va se présenter du nom de Jupiter au manoir donc des Crows. Et il va réussir, je vous laisserai découvrir comment, à sauver in extremis notre jeune héroïne, donc Morrigan. En tout cas, la sauver de cette mort certaine à minuit. Mais maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie et qu'est-ce que tout cela engendre? Elle va vite le découvrir en mettant un pied à Nevermore. Alors je dois dire que je me suis beaucoup attachée à Morrigan, qui est une jeune fille touchante, une jeune fille sincère, une jeune fille qui clairement n'a pas envie de mourir. Et une jeune fille qui est quand même relativement intelligente et qui ne se laisse pas spécialement berner facilement. Par contre sa famille, mais entre son père et sa belle-mère, j'avais envie de les claquer. Ils sont juste ignoble. Je veux dire, ils savent qu'elle va décéder et au lieu de lui apporter tout ce que des parents sont censés apporter à des enfants, donc la sécurité, le confort, la tendresse, ce genre de choses, Morrigan n'a le droit à rien. C'est tout juste si elle a encore le droit de sortir du manoir. À chaque fois que qu'elle regarde quelqu'un ou qu'elle dit quelque chose à quelqu'un, ces gens en profitent sous prétexte qu'elle est maudite pour réclamer de l'argent à son père, sous prétexte que tous leurs malheurs viennent de la jeune fille. Alors que la jeune fille, elle n'a pourtant rien fait de mal dans tout ça. Mais c'est juste prétexte, vu qu'elle est enfant maudite, à l'accuser de tous les maux de la terre. Et ça pèse royalement notre héroïne, qui se sent plus seule que jamais, et qui se sent assez déprimée. Donc quand Jupiter l'emmène à Nevermore, elle va découvrir un monde très riche, un monde original, un monde innovateur, et dont elle ignore tout. Elle ignore les codes, elle ignore quel type de gens y vivent, comment ça fonctionne. Voilà, elle sait juste que Jupiter est venu la chercher pour qu'elle soit son apprentie. Mais en quoi cela consiste? Il va lui falloir beaucoup de temps pour le comprendre, puisque à chaque fois qu'elle pose des questions à Jupiter, Jupiter les esquive en lui disant que il lui en dira plus tard. Sauf qu'on avance, et on n'a clairement pas beaucoup de réponses. Si j'ai adoré, c'est comme avec Marilyn d'ailleurs, hein, on a adoré l'univers et la mythologie mise en place par l'auteur dans ce premier tome de Nevermore, malheureusement j'ai le ressentiment comme quoi ça se fait au détriment de l'intrigue. Puisque l'intrigue il n'y s'y passe pas spécialement grand chose, clairement. Hein. On n'a pas beaucoup de réponses à nos questions, ça commence un petit peu à arriver vers les dernières pages. Mais voilà, on apprend que très peu de choses au final sur pourquoi il a choisi Morrigan, alors que jusque-là il s'est toujours refusé à prendre quelqu'un sous son aile. Que voilà, il a des fonctions sur lesquelles on sait peu de choses, il accepte de répondre à peu de questions de Morrigan. Morrigan va devoir passer des défis dont elle ignore tout, alors que certains de ses adversaires sont beaucoup plus au courant qu'elle et savent à peu près à quoi s'attendre. Elle ignore tout malheureusement. Et on va la découvrir dans ce monde, à essayer d'évoluer comme elle le peut. On est aussi perdu qu'elle. Et c'est vraiment une fillette attachante. Donc je lirai la suite avec plaisir parce que je pense que l'auteur, voilà, elle a fait un tome 1 un peu trop introductif à mon goût. Mais je pense que dans le tome 2, en tout cas j'espère, que le livre ne souffrira pas du même défaut pour moi que celui-ci. Parce qu'il fait quand même près de 500 pages. Ça reste du jeunesse, ça se lit vite, mais c'est beaucoup trop introductif et je pense qu'on aurait facilement pu tailler 100 pages dans le récit pour créer quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce qu'il en est dans ce roman. Après, ça reste une lecture sympa, franchement l'univers est génial. Sur ça, j'ai rien à dire, mais
je lui reproche voilà, d'être trop basé sur l'univers et pas assez sur les personnages, hormis la première partie quand on rencontre Morrigan jusqu'à ce qu'elle arrive à Nevermore. Mais une fois arrivée à Nevermore, c'est malheureusement l'univers qui prend le dessus sur tout le reste. Et j'ai trouvé que le dosage n'était pas forcément bien exécuté, mais bon, c'est comme ça. À voir ce que la suite nous réserve. Ensuite, j'ai lu L'Appel des loups, le tome 1, L'ombre du grizzly de Pascal Brissy et illustré par Sébastien Pelon chez Ozu, roman dans leur collection Pas à Pas, donc qui sont les livres des 7 ans. Donc ici, on va suivre Tracker, qui est le meilleur chasseur de sa meute de loups, qui est sous la gouverne donc, de Grispat. Et un beau jour, Demi-Queue, son meilleur ami, a disparu. Demi-Queue a une sœur qui s'appelle Cendre. Et donc on met Tracker sur la piste de Demi-Queue pour le retrouver et essayer de le secourir s'il n'est pas trop tard. Seulement Cendre ne l'entend pas de cet avis et elle refuse que Tracker y aille seul, donc elle compte bien l'accompagner. Tracker va essayer de protéger au maximum son clan, de protéger Cendre comme il le peut, tout en avançant dans son enquête et en essayant de retrouver son meilleur ami. Mais voilà, il va devoir braver les interdits, il va devoir s'aventurer sur des terrains où il ne devrait pas aller, puisqu'il y a des règles en vigueur et qu'il risque gros à s'aventurer là-bas. Mais voilà, il ne peut pas se résoudre à laisser son meilleur ami dans de beaux draps et il compte tout faire, quitte à se mettre lui-même en danger pour le sauver. J'ai encore une fois adoré cette histoire de Pascal Brissy, tout simplement parce que, voilà, déjà il crée une meute de loups, il immerge les enfants dans l'imaginaire à partir de 7 ans, donc je trouve ça juste génial maintenant qu'on ne se contente pas d'histoires contemporaines mais qu'on les plonge de plus en plus dans des histoires imaginaires. C'est franchement bien exécuté, l'action démarre dès le début, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ce qui est pas mal pour des lecteurs de cet âge, qu'il faut tenir en haleine sous peur qu'ils abandonnent leur lecture et qu'ils décident de ne plus lire, puisque à cet âge-là il faut vraiment les captiver pour leur faire finir les romans et qu'ils s'accrochent aux lectures. Donc tout est bien dosé, l'intrigue est plutôt bien amenée, plutôt bien ficelée. La plume de Pascal, voilà, il utilise un langage très simple et compréhensible des enfants de cet âge-là. Sa plume est très fluide, il y a des actions, des rebondissements, des révélations, de l'aventure, des combats, des créatures assez terrifiantes, en tout cas pour un enfant. C'est vraiment un bon dosage de tout ce qui fait envie quand on est enfant concernant un livre, concernant une aventure. Et j'ai beaucoup aimé. Vu que c'est un tome 1, je suppose qu'il y en aura d'autres et je me ferai un plaisir de les découvrir au moment de leur sortie. En plus, c'est des petits livres voilà, qui font 64 pages. Ils sont à 5,95 €. Il n'y a rien de... Enfin, le prix n'est pas excessif. De toute façon, chez Ozu, les prix sont plus qu'abordables. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà. Que ce soit les premiers romans, que ce soit les albums jeunesse comme par exemple Azoro, le petit dragon bleu, illustré par Jérémy Fleury entre autres, que ce soit les romans que j'ai pu lire en roman adolescent, que j'aime beaucoup et les tarifs sont vraiment raisonnables. Donc si vous connaissez toujours pas cette maison d'édition, je vous invite fortement à aller vous pencher sur ce qu'ils font parce que je suis sûre qu'il y en aura pour tous les goûts. Pour peu que vous aimiez la littérature jeunesse, bien entendu, puisqu'ils font dans le jeunesse. Et le dernier livre que je vous présente, donc je me décale et je vous glisse la couverture là, il s'agit de l'Organisation des talents de Suzanne Williams, publié aux éditions Sharon Kenna. Donc dans ce livre, on va suivre Sophie, notre héroïne, qui est enfermée dans une routine qui commence à sévèrement lui peser. Alors elle est en couple avec Alexandre depuis plusieurs années, ils vivent ensemble mais il ne se passe plus grand chose entre eux clairement. Elle est une acharnée du travail et les deux seules personnes qui comptent réellement pour elle sont Charlie, son patron, et Edouard, son meilleur ami. Elle décide de changer de vie, de balancer cette routine dans laquelle elle s'enferme et qui l'étouffe pour découvrir de nouvelles choses et se sentir revivre. Elle va donc postuler à une offre d'emploi à des centaines de kilomètres de la capitale française et va décrocher ce poste. C'est entre autres Federico et Elliot qui vont lui faire passer l'entretien. Elle sera prise et sera contactée très rapidement pour démarrer ses fonctions. Donc en une semaine, elle doit déménager et gérer cette nouvelle prise de poste puisqu'elle est gestionnaire de patrimoine. Mais elle était loin d'imaginer qu'elle allait découvrir toute une organisation, tout un monde qu'elle ne soupçonnait pas et qui pourtant est sous le nez des humains et qui ne voit pas. Elle va découvrir que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des talents
Alors certains c'est physique, mais beaucoup ce sont des talents psychologiques, enfin psychiques pardon, comme la télépathie, comme la télékinésie, comme le fait de lire le futur, enfin de lire aussi bien le passé, le présent que le futur, qu'on appelle des visionnaires, qu'il y a des gens qui peuvent manipuler les autres avec leur esprit, enfin tout un tas de choses. Et je dois dire que j'ai adoré l'univers mis en place, qui est quand même, encore une fois, riche, plutôt innovateur, puisqu'on se concentre cette fois-ci plus sur les pouvoirs psychiques que physiques, ce qui est quand même, les pouvoirs physiques sont quand même plus souvent mis en avant, et quelque part c'est dommage, parce que je trouve ça très intéressant de voir quels sont les pouvoirs qui découlent de l'esprit, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc elle va découvrir tout cet univers, elle va être confrontée à des choses qu'elle ne comprend pas, au début elle se dit, ça y est, je suis tombée chez les fous, quoi, il faut que je me barre d'ici. C'était peut-être pas ça mon changement de vie que j'attendais tant. Et pourtant on va lui demander qu'elle leur fasse confiance, de tester un petit mois, et que si au bout d'un mois, bah voilà, ça ne lui convient pas, elle sera autorisée à rentrer chez elle et à faire ce qu'elle veut. Clairement elle n'est pas prise en otage, ils veulent juste lui laisser le temps de s'acclimater, de découvrir certaines choses et de s'y faire. En parallèle de ça, elle a Edouard, son meilleur ami, qui est un enquêteur hors pair et qui est sur une grosse affaire difficile à résoudre. Il lui a promis qu'une fois que cette affaire sera résolue, il viendrait la retrouver. Donc voilà l'univers dans lequel on jongle. Et c'est quand même quelque chose de très addictif, puisque je n'ai pas eu de mal à tourner les pages. J'ai beaucoup aimé Sophie, qui au début se dit non mais clairement ou je deviens folle ou c'est eux qui sont fous, mais c'est juste pas possible. Alors qu'elle en a la démonstration sous les yeux, hein. Mais elle a beaucoup de mal à l'admettre et beaucoup de mal à s'y faire, clairement. Alors avant qu'elle le reconnaisse, il y en a pour un moment, hein. Après, voilà, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages qui sont soit attachants, soit complètement détestables. Là sur ça, les méchants, on a des bons gros méchants qu'on a envie d'exploser, hein, clairement. On aimerait bien avoir des pouvoirs et les bousiller comme ils essayent de bousiller les autres. Mais après il y a certaines choses dans la romance en elle-même qui m'ont un peu dérangée, puisque Sophie, quand elle arrive, voilà, en un claquement de doigts, elle a 4 prétendants autour d'elle qui veulent tous obtenir ses faveurs et avoir une relation avec elle. Et une autre chose, au bout d'un moment, quand la romance est installée, nos personnages ne font que s'envoyer en l'air. Et clairement ça a commencé à me peser, j'ai levé les yeux au ciel plus d'une fois. Parce que voilà, il y a un moment donné, sur 50-60 pages, j'ai pas compté le nombre de fois où ils s'envoyaient en l'air, mais j'ai l'impression qu'ils font que ça. Et à chaque fois la scène est détaillée, on peut faire l'éclipse dessus, voilà, en disant qu'ils sont partis à leur chambre à coucher, qu'ils sont partis sur le canapé, qu'ils sont partis je ne sais où faire leurs affaires. Mais voilà, c'est pas une obligation de toujours développer ces scènes de fesses. Alors c'est pas que je sois prude, hein, mais clairement au bout d'un moment, j'estime qu'en romance, on peut avoir des romances aussi avec une, deux, voire pas du tout de scènes de cul. Je vois pas en quoi c'est gênant s'il y en a pas en fait. Ça nous permettrait justement de souffler et de se démarquer un peu peut-être de toutes ces romances où il y en a beaucoup, voire vraiment trop. Après, autre point qui m'a gênée, c'est la chronologie du roman. En fait, au début on a l'impression qu'elle hésite pendant un certain temps, notre héroïne, mais au final quand on voit la durée de l'histoire, ça se passe sur à peine quelques mois. À part l'épilogue où on retrouve les survivants des années après, mais c'est à peine sur quelques mois et je trouve que les choses vont quand même relativement vite et j'ai souffert un peu d'un manque de crédibilité de ce côté-là. Et l'héroïne, un coup, elle dit non, je ne peux pas coucher avec lui. Et puis 5 minutes après, il lui fait son beau regard magnétique. Et hop, il s'envoie en l'air à nouveau. Enfin, je sais pas, la fille, elle a aucune conviction. Ou alors voilà, je veux bien qu'il ait des dons, etc. Son partenaire, mais de là à ce qu'elle succombe à peine à un regard, non, je trouve pas ça très crédible. Alors oui, certes, c'est du fantastique, il y a des choses qui sont pas crédibles, on est bien d'accord. Mais entre les relations entre les personnages, j'aime qu'il y ait quand même une certaine crédibilité tout au long du roman et ça m'a quelque peu gênée. Alors vous devez vous dire que j'ai pas forcément aimé ce roman et pourtant si. J'ai beaucoup aimé aussi bien les personnages que l'intrigue, que l'univers qui est juste incroyable. Mais il y a certains petits aspects voilà, qui m'ont gêné tout au long de ma lecture. Après ça reste une très bonne lecture, une très bonne romance fantastique. Et si vous aimez les deux, je pense clairement que ça pourrait vous plaire. Puisque la romance ne prend pas non plus tout le dessus et n'écrase pas le côté fantastique de l'histoire. Donc ça c'est quand même plutôt bien dosé, plutôt bien amené. L'écriture de l'auteur est quand même relativement addictive et fluide.
puisqu'on enchaîne les pages les unes après les autres sans trop se poser de questions. On veut savoir comment tout ça va finir, qui est derrière tout ça, qui sont les méchants, dans quel but, est-ce que tout le monde est vraiment honnête et sincère ou pas. On va le découvrir tout au long des pages et j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. C'était le premier livre de l'auteur que je lisais, donc je me laisserai, je pense, tenter par un autre de ses écrits. Il faudra que je regarde, je sais qu'elle en a écrit beaucoup, mais je ne me suis pas encore trop penchée sur la question. Mais voilà. Sur ce point lecture est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres que je vous ai présentés et si éventuellement vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour ceux qui ont lu Nevermore, comme moi, vous avez l'impression que l'univers prend le dessus sur l'intrigue et qu'au final le livre reste quand même très introductif, ou si au contraire vous avez été tenu en haleine du début à la fin et que vous n'avez pas le même ressenti que moi. Ça sera toujours un plaisir d'en discuter avec vous. Et puis des fois je trouve ça super intéressant quand même de comparer des avis sur un roman qu'on a tous lu. En plus celui-ci n'est pas vieux, donc les avis on les a quand même très fraîchement en mémoire, donc ça peut aider pour une discussion. Voilà, j'arrête de blablater pour rien dire. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.